La grande interview d'Ecorama sur Boursorama, émission enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence avec aujourd'hui votre invitée Christelle Bory. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la PDG d'Eramet. Alors vous participez à une conférence qui s'intitule Définir une vraie stratégie énergétique. Quel pays devrait être notre modèle et pensez-vous que la France a la bonne stratégie énergétique? Alors je pense que d'abord la stratégie énergétique, elle ne se joue pas au niveau de la France, elle se joue au niveau de l'Europe. On a quand même de plus en plus un écosystème qui est européen, que ce soit d'ailleurs au niveau de l'énergie, tout est interconnecté. Donc je pense que la stratégie énergétique, elle se joue avant tout au niveau de l'Europe. Il faut se mettre d'accord aussi en Europe. Alors, il faut se mettre d'accord en Europe, je suis d'accord, mais on n'a pas, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on la bâtisse au niveau de l'Europe. Et je dirais même, quand on parle de CO2, puisqu'on fait tout ça aussi pour baisser les niveaux de CO2, il faut avoir une stratégie de plus en plus mondiale, parce que le CO2 n'a pas de frontières, et donc il faut qu'on arrive à mettre tout le monde autour de la table. Donc, je pense que c'est d'abord une stratégie européenne. Je pense que l'Europe, de ce point de vue-là, a une assez bonne vision et d'assez bons standards. Ce qui manque, et dans un domaine que je connais mieux, c'est effectivement l'amont de la chaîne de valeur que l'Europe aujourd'hui n'a pas du tout prise en compte dans sa stratégie énergétique. L'amont, ce sont tous les métaux justement, Alors oui, c'est les matières premières et notamment les métaux, puisque moins d'énergie fossile, c'est plus de métaux. Et que ce soit d'ailleurs pour bâtir les éoliennes. Il faut le dire, etc. vous avez raison, il faut le dire, pour fabriquer des éoliennes, des panneaux solaires, encore une fois des batteries notamment pour les voitures électriques, tout ça est extrêmement gourmand en métaux. Absolument. Pour transporter le cuivre, pour transporter l'électricité partout. Donc c'est beaucoup plus de métaux. Je vais donner quelques chiffres. Quand vous prenez l'exemple de la batterie d'un véhicule électrique, une batterie, c'est 30 à 40% de la valeur du véhicule électrique. C'est 350 kilos et c'est que des métaux. Et notamment, il y a là-dedans 50 kg de nickel, 50 kg de lithium et 5 ou 7 kg de cobalt. C'est ce que produit, encore une fois, Eramet. Tout le monde connaît sur Boursorama Eramet, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe minier. Vous êtes présent sur tous les métaux, pour le coup, quasiment tous, je crois, de la transition énergétique, en tout cas beaucoup. Oui. Vous avez dit manganèse, nickel, cobalt, lithium. Oui. Tout ça, c'est 3,5 milliards de chiffre d'affaires. On se dit que le potentiel est immense au vu de cette transition énergétique qui n'est pas française, mais qui est mondiale pour le coup. Absolument. Et d'ailleurs, les mines ne sont pas en France, elles sont ailleurs dans le monde. Donc, c'est effectivement, ce sont des enjeux mondiaux. Et donc, pour revenir à mon exemple, si on veut vendre en 2030, ce qui à peu près sont les prévisions, 50% de véhicules électriques, il faut augmenter par exemple la production de nickel mondial de 50%. Ça fait 1 million de tonnes à extraire, à transformer. Pour faire juste la première étape de transformation, les sels de nickel, une usine, c'est 50 000 tonnes, c'est 2 milliards d'investissements. Donc juste c'est 1 million de tonnes en 2030. Rien que pour les sels de nickel, une petite partie de la batterie, il faut mettre 20 projets, 40 milliards. Et tout ça, c'est en dehors de France parce que, en fait, le nickel, il n'est pas en France, il n'est pas en Europe non plus. Il est en Indonésie, il est en Amérique du Sud, en Amérique latine. Notamment. Et d'ailleurs, l'AIE nous le rappelle, donc dans son dernier rapport, que je vous invite à consulter sur le fait que cette décarbonation de l'économie mondiale va s'accompagner justement d'une explosion de cette demande. Et vous donnez ce chiffre, mais il y en a d'autres qui viennent le tourner. Les besoins en lithium multipliés par 42 d'ici 2040, besoins en graphite par 25, cobalt par 21. Donc là, on se dit, mais est-ce qu'il y aura, Christelle Bory, assez de métaux, assez de minerais pour réussir cette transition énergétique, pour être dans les accords de Paris? Alors, en fait, je pense que oui. On prend le lithium, et il y en a beaucoup sur la planète. Le problème, c'est la compétitivité des gisements. Et puis, derrière, c'est le fait d'arriver à les exploiter de façon durable. Parce qu'il faut, pour réduire le carbone, il faut éviter de pomper sur la ressource hydrique, faire de la déforestation. C'est tout le paradoxe d'ailleurs, pour extraire encore une fois ces métaux de la transition énergétique, pour avoir une économie décarbonée, au départ, c'est une activité qui est polluante. C'est le paradoxe des énergies vertes qui sont fabriquées à partir, encore une fois, de métaux dont l'extraction
Alors, ça n'est pas forcément polluant, ça dépend comment on le fait. Et justement, c'est tout l'enjeu. Si on extrait de façon responsable, on revégétalise derrière. On a, nous, par exemple, des standards pour ne pas pomper sur la ressource hydrique ou de façon très faible, pour être net positif en biodiversité, c'est-à-dire qu'on ajoute de la biodiversité plus qu'on en détruit. Donc, il y a des manières très responsables de faire de la mine et de faire également de la transformation. Simplement, tout le monde ne le fait pas comme ça aujourd'hui dans le monde. Donc, il faut qu'on s'assure qu'effectivement, cette exploitation minière, elle va être faite de façon responsable. Avec cette demande qui explose, encore une fois, je reviens à la question, est-ce qu'il y aura assez de métaux, encore une fois, de minerais? Il y en aura assez, au vu, encore une fois, des besoins, mais les chiffres sont dingues, quoi. La demande. Encore une fois, ce que montrent les études géologiques, c'est qu'a priori, oui, il y en aura assez. Simplement, ils vont être plus coûteux parce que bien, les ressources les plus à plus forte teneur sont en exploitation, ont déjà été exploitées. Donc, on va aller de plus en plus chercher des teneurs plus faibles dans des endroits plus compliqués à extraire. Donc, la transition énergétique, elle est inflationniste. Elle est structurellement forcément inflationniste. Et en plus, je rajoute, parce que si vous voulez le faire de façon durable, en traitant correctement les déchets, elle l'est encore plus. Elle est encore plus. Donc effectivement, il va falloir des prix des métaux un peu plus élevés que on l'a connu. Elle sera socialement acceptable, parce que derrière, encore une fois, il y a un consommateur qui paye son énergie. Oui. Mais le consommateur, à un moment, il faut qu'il fasse des choix, et le consommateur en tant que citoyen d'une collectivité. Et effectivement, il va falloir accepter de payer un peu plus pour avoir à la fois moins de carbone, mais aussi des alternatives qui soient responsables. Aujourd'hui aussi, les technologies nous permettent, et on l'a vu avec les progrès du solaire par exemple, d'avoir accès à des énergies renouvelables qui sont de moins en moins chères. Donc il y aura de l'efficacité énergétique. Donc à la fin, il n'est pas sûr que le consommateur paye beaucoup plus si il consomme de façon plus efficace, si les interconnexions sont faites. C'est pas gagné, c'est quand même pas gagné. Mais au début, il va y avoir un petit peu d'inflation. Le fait de voir, Christelle Bory, tous ces matériaux qui sont concentrés dans quelques pays, dans quelques mains, encore une fois, le Chili, Pérou, Chine, c'est 50% de la production de cuivre, 60% du cobalt vient de République démocratique du Congo. Voilà, 60% des terres rares sont en Chine. Est-ce que cette concentration géographique, elle n'est pas problématique ? C'est un vrai enjeu géopolitique. Voilà, j'allais y venir derrière. Et quand le thème de la table ronde, c'était avoir une vraie stratégie énergétique. Et mon point, c'était de dire, si on va avoir une vraie stratégie énergétique, il faut avoir une vraie stratégie matières premières. Et ça, c'est un enjeu géopolitique. Parce que autant il suffit, entre guillemets, d'avoir de l'argent pour mettre des gigafactories en Europe. La technologie existe, si on y met les moyens, on les aura pour les batteries, mais aussi mettre nos éoliennes, etc. Les mines, elles sont là où elles sont. La géologie fait que la nature les a placées où elles sont. Et je reprends l'exemple du nickel. Eh bien, il y a 30% aujourd'hui des ressources de nickel mondiales qui sont en Indonésie. Et l'Indonésie a décidé, il y a 2 ans, d'interdire l'exportation de minerais de nickel pour le garder chez elle, pour pouvoir attirer les investisseurs, avoir la valeur ajoutée. Donc elle a commencé par faire du ferro-nickel, maintenant elle fait des sels de nickel pour les batteries. Et puis la question que certains me posent, c'est est-ce qu'elle va faire des batteries demain en se disant, moi mon nickel, il servira pour des batteries faites sur mon territoire. Elle va être présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est un risque. Et donc on a un enjeu géopolitique à tisser des alliances. Et puis aussi à mettre des pions financiers. Parce qu'on risque de passer quelque part d'une dépendance aujourd'hui au pétrole et donc aux pays du Golfe, le pétrole, le gaz, à une autre forme de dépendance, encore une fois, dépendance aux métaux, dépendance démocratie émérite, la République du Congo. Quoi. Non mais voilà, il y a un vrai sujet, quoi, je veux dire, c'est un changement dans notre diplomatie. Et notre gestion des relations géopolitiques. Alors, il y a 2 choses à faire. D'abord, il y a, comme vous dites, de la diplomatie économique et vraiment de la géopolitique à faire au niveau des États. Mais on s'y prépare parce que le message de l'AIE, c'est de se dire OK, il y a des besoins en métaux qui sont considérables, mais derrière, il faut se préparer pour ne pas sombrer dans cette nouvelle dépendance, quitte à constituer des stocks de métaux, des réserves stratégiques, à l'image de ce que font d'ailleurs certains pays. Et on se dit que certains pays, contrairement à nous, peut-être sont mieux préparés. Je pense à la Chine,
qui peut-être là-dessus se prépare mieux en termes de gestion de ses approvisionnements, ou en tout cas de ses stocks plutôt, de ses stocks? Alors, à la fois de ses approvisionnements. Aujourd'hui, la Chine, qui n'a pas les métaux dont on a parlé tout à l'heure, elle n'a pas de nickel, elle n'a pas de cobalt, elle a très peu de lithium. Aujourd'hui, elle détient 50% des mines du monde sur ces métaux et 2/3 des capacités de raffinage. Donc, ils ont pris plusieurs longueurs d'avance sur nous. Ils ont pris de plusieurs longueurs d'avance sur nous et parce que c'est un pays qui anticipe beaucoup. Donc ils ont vu venir les choses depuis plusieurs années et ils ont anticipé. Le défaut de l'Europe dont vous me parliez au début, c'est que cette chose-là, on ne l'a pas anticipée. Nous, on n'a pas anticipé l'amont de la chaîne. Donc maintenant, il y a une prise de conscience qui a été claire et qui a été, honnêtement, la crise a été un très bon révélateur de ce point de vue-là parce que tout à coup, on s'est aperçu qu'on pouvait manquer de matières essentielles pour notre économie ou pour notre population, hein, en termes de santé, etc. Et on a pris conscience tout à coup de problèmes de souveraineté. Et l'Europe a créé l'ERMA, donc l'Alliance pour les matières premières, qui était quelque chose qui était, je pense, inimaginable il y a quelques années. Bien maintenant, il y a une Alliance pour les matières premières. Qui en est à ses balbutiements, j'imagine. Qui en est au début. Elle a été créée il y a quelques mois. Maintenant, il faut la doter de moyens financiers. Mais ça montre quand même qu'il y a une vraie prise de conscience qu'il faut qu'on se dote de moyens pour sécuriser nos matières premières. Dans les gros projets d'investissement, pour le coup d'Eramet, j'ai vu ce gisement de lithium donc en Argentine, et un projet de nickel et de cobalt, c'est ça, dans les batteries, en Indonésie aussi. Alors, je ne suis pas expert du sujet, mais je... Si, mais vous avez tout à fait raison. Donc, en Argentine, on a un très gros gisement de lithium dans le nord de l'Argentine et qu'on avait commencé à développer avec début de construction d'une usine pour traiter la saumure. Elle a été mise sous cocon en mars 2020 à cause du Covid et tous les problèmes, Parce qu'on est en etc. centaines de millions d'euros d'investissement. Hein. On est en centaines de millions, 500 millions. C'est ça. Voilà. Et donc là, on est en train de réfléchir au redémarrage de ce projet, qui est un projet assez clé, puisque le marché redémarre et donc on cherche à redémarrer ce projet. Et puis en Indonésie, là, on est en partenariat avec, sur la mine a déjà démarré, elle a démarré très très bien et elle est en train de devenir la plus grosse mine de nickel au monde. Sur cette mine, on est en partenariat avec un Chinois, hein, on a 43% de la mine. Et on est en association avec BASF pour construire sur cette mine une usine qui ferait des sels de nickel et de cobalt pour les batteries, puisque la mine a du nickel et du cobalt. Bon. L'État est au capital, c'est un actif stratégique, on se dit, pour la France, et vous êtes un bout de la solution de cette transition énergétique, encore une fois, au niveau mondial. J'imagine que l'industrie, je pense à l'industrie auto qui doivent se fournir, j'imagine aussi chez vous. Je crois que vous avez Tesla comme client, si je ne dis pas de bêtises. Non, alors pas en direct aujourd'hui. On n'a pas Tesla en direct, mais des sociétés comme Tesla, justement, réfléchissent et donc ont investi, par exemple, dans des mines de lithium. Oui. Pour développer des mines de lithium aux États-Unis parce qu'ils sont conscients de la criticité de leurs approvisionnements pour leurs batteries. Donc, oui. Non, je reviens à la première question sur le potentiel en termes de chiffre d'affaires. On est à plus de 3 milliards aujourd'hui, mais c'est gigantesque quand on réfléchit. Et qui sont vos concurrents d'ailleurs sur ce marché-là? Parce qu'on connaît Eramet, mais qui sont vos rivaux? Alors, il y a donc tous les grands de l'industrie. C'est par industrie, en fait, il y a des spécialistes de l'industrie du lithium. Donc, dans le lithium, on va retrouver les Chiliens. Il y a des sociétés comme SQM, comme Albemarle, qui sont au Chili, au Pérou. Donc, on va trouver des gens d'Amérique latine. Des concurrents par métal ou par minerai? Alors, sur le nickel, on retrouve aussi certains grands acteurs comme Vale, par exemple, qu'on va retrouver dans d'autres métaux de base, mais il y a quand même une répartition du monde des mines entre les mineurs qui font vraiment les grands métaux de base, comme le fer, comme le cuivre, comme l'aluminium, et puis qui font les métaux un peu intermédiaires, plus spécialisés, comme le nickel, le lithium ou le manganèse, où là on trouve des gens qui sont plus des spécialistes et des noms qui ne vous diront pas forcément grand-chose, mais South32 par exemple pour le manganèse, ou des gens comme ça. Les terres rares, je ne sais pas si on peut aussi en parler, parce que quelque part, elles sont rares à nom de rare que le nom, parce que je crois que c'est 80% qui est produit en Chine. J'ai vu que les Américains allaient pour le coup s'atteler, alors je ne sais plus où aux États-Unis, mais pour extraire justement aussi cette terre rare. Est-ce qu'il faut s'inspirer? C'est aussi polluant, peut-être ça l'est moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais des terres rares c'est utile dans les téléphones portables, enfin partout aujourd'hui. Est-ce qu'en France il faut aussi songer
peut-être voilà, aussi à rouvrir des mines ou Alors, ça, je sais que le sujet est tabou, c'est un sujet tabou. Hein. C'est un grand débat. L'État français vient de rééditer un nouveau code minier dont les bases ont été posées et qui va sortir par décret dans les semaines qui viennent. Bon, moi, je pense qu'on mettra beaucoup de temps culturellement à ouvrir des mines en France. Globalement, c'est quand même aussi compliqué en Europe, même si l'Europe du Nord a montré, la Suède notamment, qui est quand même un pays qui fait très attention à l'environnement, qu'on peut opérer des mines de façon tout à fait respectueuse de l'environnement, avec des communautés, ça serait une révolution etc. culturelle chez nous. Hein. Moi, je pense qu'avant qu'on arrive à réouvrir des mines en France, qui ne seraient pas les mines, voilà. Mais bien sûr, ça n'a plus rien à voir. Mais autant de germinal, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est resté, l'image est restée. Et il y a beaucoup d'opposition culturelle des collectivités, de nos concitoyens en France sur l'ouverture des mines. La mine garde une image, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le premier réflexe, c'est de dire qu'il y a une activité polluante. Une mine opérée de façon responsable n'est pas polluante. On réhabilite, c'est moins polluant, c'est pas émetteur de CO2, il y a très peu d'énergie dans une mine. Hein. Donc si vous traitez bien l'eau, si vous traitez bien la biodiversité, si vous réhabilitez tout ce que vous avez miné au fur et à mesure, vous avez un impact sur l'environnement qui est extrêmement faible. Bon, ça, il reste à le démontrer nos concitoyens. Et à l'expliquer. Merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Christelle Bory, la PDG d'Eramet, invitée de la grande interview sur Boursorama, enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci. Merci.